Planet Sales. Planet Sales. Planet Sales. Planet Sales. Le podcast vente, négociation et smart business par Eurydice Business School. Hello, bienvenue à tous pour ce premier épisode hors série de Planet Sales. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par une super équipe. Je vais pouvoir vous les présenter très rapidement. À ma gauche, on va retrouver Amina qui nous parlera un petit peu plus de sa fonction tout à l'heure, mais qui globalement est une ancienne eurydiциenne et qu'on est très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui. Donc bonjour Amina. C'est cool, merci. On a évidemment Simon. Bonsoir Kevin. Simon Bernat, qu'on ne présente plus, président de l'Eurydice Business Club, mais aussi intervenant émérite de Eurydice Business School et ancien diplômé de Eurydice aussi. Tout ça fait beaucoup pour un seul homme. Ouais. Et à ma droite, Mélanie Châtelain, bonjour, étudiante, actuellement chez Eurydice Business School et qui va pouvoir échanger avec nous sur toutes ces thématiques du social selling et plus globalement de la vente. On est parti pour Planet Sales ce soir. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous un petit peu sur vos fonctions directement? Nickel, on commence honneur aux dames. Exactement, mais c'est surtout qu'on continue dans la... Eh ben nickel. Du coup, Amina Ayash, je suis responsable commercial au sein de l'agence Obivi Studio. Donc, je suis dans la stratégie de communication vidéo. Donc, on accompagne des entreprises à communiquer à travers la vidéo. Donc, pour faire du social selling, donc c'est les sujets d'aujourd'hui, mais pour gagner en visibilité, en notoriété et puis se faire un petit peu connaître. Donc, on va un peu parler de ça aujourd'hui, un petit peu parler de la vidéo sur les réseaux sociaux et l'impact positif que ça a. Voilà. Parfait. Donc c'est à mon tour. Enchanté, Simon Bernat. Tu laisses pas Mélanie se présenter donc? Non, je fais comme ça. Il a dit que c'était comme ça, lui. On fait le tour. Il a décidé que c'est super le féminisme. Tu veux prendre la parole, Mélanie? Non, allez-y, monsieur. Bon. Mélanie, que je n'ai pas encore eu en cours d'ailleurs. Tout à fait. Bon, enchanté, donc Simon Bernat, alumni 2011. Ce soir, je porte la casquette d'expert en social selling avec la volonté de pitcher le social selling dans un contexte sales B2B. Je suis dirigeant de Squadra et président, comme tu l'as dit, de l'association des anciens. Donc multicasquette, très investi auprès d'Eurydice. Et je suis très heureux de partager ce podcast ce soir. C'est vraiment trop bien. Parce que c'est vrai qu'il est tard, il est déjà 18h. Et puis en plus, c'est toi qui nous reçois chez toi. C'est vrai. Et tu nous reçois chez toi directement. Bienvenue. Bienvenue. Alors pour moi, ça sera en fait Mélanie. En fait, je suis encore étudiante à Eurydice, donc alternante, et je suis actuellement en recherche sur LinkedIn de C-Level particulièrement. J'aime beaucoup le contenu de... Dans le cadre de ton alternance? Tout à fait, dans le cadre de mon alternance, donc chez GetALead. Et j'aime beaucoup en fait tout ce qui est création de contenu, notamment sur LinkedIn. Donc je suis très active sur ce domaine et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et on est ravis d'avoir pu t'inviter à ce Planet Sales spécial. Je ne me suis pas présenté, mais je serai votre guide au cours de la soirée. Moi, c'est Kevin Gournon, je suis le directeur marketing et communication d'Eurydice. C'est marrant parce que j'ai fait mes premières passes d'armes, j'ai envie de dire en négo et en vente au global, on va dire dans ma jeune carrière, sur LinkedIn. Et d'ailleurs, ça a été l'un de mes premiers jobs, ça a été de développer pour le coup l'activité d'une entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais en tout cas via les réseaux sociaux. On pourra le retrouver sur LinkedIn, c'est pas grave. C'est absolument le cas. Et du coup, ce qui m'intéressait pour commencer ce soir, c'était déjà une première introduction de qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, le social selling. Parce qu'on en entend parler beaucoup, c'est un peu un buzzword, c'est quelque chose qui fonctionne énormément aujourd'hui sur Internet en termes de thématiques. Mais je pense que chacun a un petit peu aussi sa vision de ce que représente aujourd'hui le social selling. Monsieur l'expert, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de prof du social selling? Oui, alors la définition de prof que tout étudiant doit pouvoir avoir en tête, c'est que le social selling, c'est l'art et la manière de maîtriser notamment LinkedIn, puisque ça va être le réseau social préféré des business développeurs ou des ingénieurs d'affaires. Et donc, c'est maîtriser l'art et la manière de communiquer via les réseaux sociaux, de contacter sur les réseaux sociaux et d'être visible sur les réseaux sociaux et principalement LinkedIn pour porter la valeur de son entreprise et porter la valeur créée auprès de clients. Donc, c'est une définition assez simple. Mais derrière le social selling, on va retrouver des concepts forts, dont un que je propose de partager tout de suite, c'est le personal branding. Tout le monde a déjà entendu parler du concept de personal branding, du concept de j'ai un beau profil qui est vendeur. C'est même plus comment je vais rendre mon profil plus vendeur qu'il ne me l'est. C'est un peu ça le personal branding. Alors, c'est une vraie question. C'est que
justement, je pense qu'il y a deux choses. C'est que les outils réseaux sociaux permettent de mettre une photo, une baseline, comment on appelle ça, une bannière, et puis de remplir son profil. Et la plupart de ce qu'on peut voir et de ce que parfois on partage, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a un beau CV visuel et on pense que c'est ça le personal branding. Ouais, c'est une vitrine un peu. Oui, mais justement, le principe de personal branding, c'est pas uniquement de se vendre, parce que quand on est en poste, qu'est-ce qu'on doit vendre une fois qu'on est en poste dans une entreprise en tant que business developer? On a une expertise. Une expertise. Et derrière le personal branding, et vous me direz ce que vous en pensez derrière, c'est que une fois qu'on a son profil de fait, c'est réellement là que débute le social selling. Parce que c'est une fois qu'on est enfin, on va dire, visible, qu'il va falloir maintenant créer de l'expertise. Parce que le personal branding ne va pas s'arrêter à juste du beau et faire du bruit, et faire du bruit très mal. C'est plutôt de développer une expertise au profit de son employeur ou au profit du poste dans lequel on est, afin qu'on puisse derrière utiliser cette mise en avant pour porter des éléments forts de l'actualité, des éléments phares de l'entreprise, mais de faire ça de manière, on va dire, fine et un peu induite au travers des éléments qu'on va partager. Souvent, on voit de l'autopromotion. On est les plus beaux, on est les plus forts, on communique sur ci, sur ça. Et finalement, on perd le sens profond qu'est le personal branding, qui est plutôt de dire, non, en fait, il faut plutôt axer sur, je suis un expert, je vais pouvoir recommander ces contenus ou ces éléments qui vont vous permettre de comprendre de façon induite ce qu'on fait dans notre entreprise et ce qu'on est capable de créer comme valeur. Et est-ce que vous savez ce que c'est ce concept lié au personal branding dont j'explique tout à l'heure? Est-ce que vous connaissez le concept qu'il y a derrière? C'est-à-dire le concept? Le mot-clé derrière le personal branding, il y a vraiment un élément clé autour du social selling que la plupart des personnes pensent maîtriser, mais finalement qui n'utilisent pas ou peu. L'image de marque? Pas tout à fait. Moi, j'aurais dit le storytelling. Storytelling. Non, il y a un concept phare qui s'appelle le trust advisor. En fait, quand on devient expert dans un domaine ou qu'on devient spécialiste d'un sujet sur les réseaux sociaux, plutôt que de se vendre soi et de rester sur le niveau de personal branding où en fait on veut faire du beau, où on veut parler que de soi et que se mettre en avant, eh bien en fait pour les personnes qui vont sur les réseaux sociaux, ils vont attendre plus et ils vont s'attacher principalement à ce que vous allez réellement partager qui va pouvoir leur être utile. Et quand vous arrivez dans ce niveau de personnalisation, vous êtes perçu comme un tiers de confiance. C'est pour ça qu'on parle de trust advisor, parce que quand vous commencez à consommer finalement des contenus qui vous intéressent et qui vous touchent et qui sont utiles pour votre quotidien, et bien là, vous percevez la personne non plus comme quelqu'un qui va juste se mettre en avant, poster sa morning routine en disant que c'est incroyable, mais va passer à, écoutez, concrètement, en suivant mon actualité, vous allez pouvoir consommer des éléments qui vont vous permettre, vous, de faire bouger les lignes dans votre actualité. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a passé le coup de pochoir, personal branding, belle photo, belle baseline, eh il s'agit de développer ça. Et c'est pas simple. Oui, c'est comment y arriver. En fait, j'ai envie de, pour compléter... parce que on est d'accord que c'était la définition la plus longue de l'histoire. Je pense qu'on peut faire plus long sur le social selling. J'ai fait la définition la plus courte et ensuite j'ai développé les concepts les plus longs. Non, mais on comprend que c'est un sujet qui te passionne. C'est un sujet qui devrait passionner tout le monde parce que tous les professionnels autour de cette table utilisent, je pense, LinkedIn au quotidien. C'est pour ça que ça nous a réunis aujourd'hui. Non, mais ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est aussi le comment tu arrives à ça. Et il y a les notions en marketing. Alors moi, je vais mettre ma casquette marketing, tout le truc. Mais tu as les notions en marketing, tu sais, sur les contenus. Donc moi, je fais de la vidéo. Donc quand on fait de la vidéo, on essaye de proposer des contenus assez équilibrés pour répondre à ces objectifs-là. Et tu as 3 contenus forts. C'est les contenus educate. Donc c'est les contenus que tu vas donner pour donner de l'information. Donc c'est ce que tu disais pour être référent, expert. Tu as les contenus un peu pour divertir, donc plutôt pour avoir ce côté un peu fun, un peu on te connaît, etc. Et tu as le contenu un peu elevate, je dis un peu à chaque fois, donc c'est beaucoup. Elevate, où tu es un peu plus dans, tu sais, le personal branding, pas le personal branding, comment on appelle ça? Le développement personnel, un petit peu plus, on forme une communauté forte, on va s'inspirer, etc. etc. L'influence? Pas vraiment l'influence. Oui, l'influence, mais pas dans ce qu'on y retrouve aujourd'hui. C'est vraiment l'influence dans on s'influence à développer quelque chose, quoi. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, je pense que comment on y arrive, c'est en ayant des contenus. Tout à l'heure, je parlais du storytelling. Le storytelling, c'est pas raconter sa vie. C'est pas parler que de soi. C'est de raconter des histoires autour de nos expertises.
Je te rejoins totalement. Moi, le concept de storytelling lié à ça, c'est-à-dire que quand on arrive à basculer dans un storytelling avec cette approche de tiers de confiance, trust advisor, et tu parlais, le concept d'elevate, c'est aussi de social advocacy, c'est ce côté où on est vraiment, on élève le débat, non plus sur je me porte moi et je me pousse moi, en très bon sales ou en très bon marketeur ou peu importe, à je deviens réellement quelqu'un qui est capable de prendre de bout en bout une histoire d'un client, d'un fait réel et concret, ou surtout d'un fait d'actualité, on en parlera après, mais ce côté où je porte ce message et je sais le tirer et que la personne adhère et suit pour la valeur que ça peut lui apporter, et non pas juste à des éléments de langage ou des conseils type la porte est ouverte, rentrez dans la porte. Non, ça n'a pas de sens. Et pour moi, ça, je pense que Mélanie, on en parlait beaucoup. Toi, tes interlocuteurs qui vont, on parlait de C-Level et ça va être un sujet, mais vont être attachés à ce côté Trust Advisor. Tout à fait. En fait, moi, je pars sur l'idée qu'en fait, on doit être en fait crédible auprès de la communauté LinkedIn. Et si on n'est pas crédible, en fait, on ne peut pas parler à des C-Level. Aujourd'hui, c'est en fait un gain, un indice de confiance que de parler d'expertise, de parler de nous, de ce qu'on fait, de ce qui notre valeur ajoutée, pour aussi amener à que le prospect nous fasse confiance et se dise ok, là c'est le moment, on peut y aller, je suis apte à être en discussion avec cette personne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup on peut dire, comme on parlait tout à l'heure, l'influence. Il y a beaucoup, en fait, on n'est plus, sur LinkedIn en tout cas, on n'est plus dans un cercle d'amis, on est plus dans un cercle d'influence. Et on ne connaît pas les 1000 personnes qu'on a en amis, les plus de 1000 personnes qu'on a en abonnés. Aujourd'hui, on essaye d'être crédible plus que de se dire « Ah, cette personne, je la connais, je l'ai en ami en commun avec mon C-Level. » Non, c'est plus possible d'être en ami en commun réellement et de la connaître. Surtout qu'en fait, on est totalement dans l'influence et dans le trop. Et il faut en fait se donner une idée directive de « Ok, je suis un indice de confiance et je dois rester tel quel. » Et comment je vais pouvoir transmettre cette confiance? Ok, très clair. Donc en fait, si je résume, l'ensemble de vos approches, elles tournent autour du fait qu'aujourd'hui, je pense que si on reprend une thématique du social selling en une définition, c'est comment je peux utiliser aujourd'hui LinkedIn, évidemment, mais les réseaux sociaux même en général, pour apporter de la valeur à mon client et surtout, pour le coup, réussir à vendre. Parce que évidemment, dans social selling, il y a sell. Sell, c'est vendre. Donc comment je vais réussir à vendre, peu importe ce que je vends, de l'expertise, du cerveau, des produits, des services, peu importe, comment je vais pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour le faire. Il y a évidemment le contenu, mais on a parlé du contenant. Globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette approche branding personnel. Comment est-ce que je peux réussir à rendre mon image personnelle comme étant l'image d'une marque? Déjà, avant même de parler de ma marque, je vais déjà parler de moi-même parce que le profil LinkedIn, il m'appartient. Il est à mon nom et il faut déjà que j'arrive à rendre pour le coup mon identité, ma personnalité attractive pour les différentes personnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, que vous avez parfaitement souligné, c'est le contenu. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a très bien vu. Il y a des gens qui réussissent sur LinkedIn, qui ont un très très bon personal branding. En fait, c'est une coquille vide. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je ressens aujourd'hui au travers de cette notion de personal branding, et après on creusera un peu plus la partie social selling, c'est que sur le personal branding aujourd'hui, tout le monde peut en faire, ou en tout cas le faire à peu près bien, mais c'est souvent, et malheureusement parfois, une coquille un peu vide, quoi. Alors, moi, j'ai un avis assez tranché. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres plateformes qui permettent de mettre en avant des expertises professionnelles. Donc, il y a ce côté où, effectivement, au milieu de tout le flot de communication de différentes typologies d'experts, peu importe l'expertise, à l'intérieur, il doit y avoir forcément des professionnels qui sont hyper pertinents. Et malheureusement, comme tout brouhaha sur un réseau social, on pourrait parler de Twitter où il y en a des tonnes, mais sur LinkedIn, ça peut jouer des tours à ceux qui sont justement pertinents dans leur expertise, qui ne sont peut-être pas assez visibles comme les autres. Et donc ça peut être le travers. À l'inverse, je suis assez persuadé que les gens sont assez intelligents, notamment dans le contexte B2B, LinkedIn, pour faire par eux-mêmes les bons choix, ou en tout cas se laisser influencer par les bonnes personnes de par leur entourage professionnel, mais également parce qu'ils ont l'expérience. Et pour moi, ça, c'est deux choses différentes. On voit très vite la limite de ceux qui n'ont pas d'expérience
et qui vont parler de sujets où on peut constater qu'il n'y a pas 10-15 ans, versus ceux qui ont porté l'expérience, qui ont développé leurs compétences et qui portent ensuite des éléments de valeur très forts. Donc je pense que les personnes sont assez intelligentes pour faire le choix. Malheureusement, le principe de l'algorithme, c'est l'algorithme mystère à LinkedIn. Je pense qu'autour de la table, personne n'a compris comme pourrait être TikTok ou un autre algorithme. LinkedIn, j'ai jamais, et pourtant j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, j'ai pas trouvé une clé particulière d'algorithmie d'un post le lundi à 8h30 versus un post. Il y a des Peut-être parce que ça évolue vachement. Oui, ça évolue tout le temps avec le contenu. Mais moi, je pense que c'est beaucoup de brouhaha et je pense que les gens, quand même, savent. Malheureusement, ce qui est mis en avant, ce n'est pas toujours ce qui va nous permettre d'apporter plus de valeur. Donc, c'est là où il va falloir être malin dans le contenu. Je ne suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis, mais par rapport au personal branding... C'est une attaque personnelle, je te rassure. Non. Par rapport au personal branding, je trouve qu'il y en a qui sont très bons dans le personal branding et donc ils vont vraiment faire croire à leur expertise. Et c'est quand tu les reçois en rendez-vous et c'est quand tu vas les voir que tu dis ah ben en fait. Et inversement, il y a des experts qui sont très très bons et qui sont la tête dans le guidon ou qui sont vraiment experts dans ce qu'ils font et ils sont pas bons dans le personal branding. Et justement, on va dire que... Et du coup, ils sont pas bons en social selling parce qu'ils savent pas faire. Ouais. Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui sont peut-être extrêmement compétents dans leur métier, mais qui n'ont pas cette fibre social media, qui n'ont pas cette capacité à parler d'eux et même cette facilité à parler d'eux. Et je te rejoins là-dessus, moi, pour dire qu'aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui est reconnu comme étant un expert du personal branding sur LinkedIn n'est pas forcément un expert de son domaine. Et je trouve aujourd'hui que la frontière est encore plus fine actuellement avec l'IA. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui a compris comment utiliser correctement ChatGPT peut très vite passer pour quelqu'un qui a une grande base de connaissances, alors qu'en fait, c'est un expert GPT du coup, parce que c'est un expert de création de mais tout le monde devient expert GPT en y passant quelques heures. Oui, en fait. Exactement. Je pense qu'il y a un sujet plus profond à ça. Et moi, je pense qu'il y a un élément qui peut faire la différence. Et c'est comment ? C'est l'humain. Non, l'humain sur une plateforme réseau social. Sur un réseau social, c'est compliqué de le connaître tant qu'on n'a pas fait un échange ou quoi. Par contre, je revenais à cette pertinence de partage d'informations. Il y a ce qu'on appelle la curation d'informations. Et c'est là où ça peut vraiment faire la différence. La curation d'informations, c'est le fait de faire l'effort, d'aller faire le tour des informations liées à son secteur, ou en tout cas le secteur de ses clients, de ses cibles, de ses prospects, peu importe, puisqu'on est dans le social selling, et de les nourrir de contenu à valeur. Et à partir de là, par ce type de contenu, par ce type d'éléments, tu peux vite, en regardant le profil de quelqu'un, savoir si les contenus qu'il partage sont de façon récurrente toujours les mêmes avec des conseils, pseudo-conseils liés, machin, ou des faits d'actualité sur lesquels ils se sont vraiment appuyés, qu'ils ont creusé, qu'ils ont développé des connaissances et pour ensuite le repartager. Et le fait de faire beaucoup de curation d'informations et des informations pertinentes fait que les personnes vont revenir au concept clé de social advocacy, de tiers de confiance, parce que la personne fait l'effort d'eux. Et puis ensuite, je parlais un élément, c'est que tous nos acheteurs, nos clients potentiels, on est tous sales autour de la table, on porte tous une vision on a envie de démarcher, on a envie de trouver de nouveaux clients. Ouais, mais nos clients ne sont pas bêtes. Et ils vont aussi nous trouver, nous. Ils vont utiliser LinkedIn pour nous trouver, parce que si tu les trouves sur LinkedIn, c'est qu'ils vont venir voir ton profil, et que s'ils te répondent, c'est parce qu'ils ont aussi jugé que tu étais crédible, et pas uniquement par un message automatique qui les contacte. Ils vont quand même aller voir. Alors, ils vont aller chercher ton expertise pour de la vidéo, ta qualité de trouver des accroches phares pour les CEO. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, je suis encore persuadé que les gens ne sont pas dupes. C'est qu'il y a du bruit, il faut faire le filtre. Ils sont très bons en social selling. Mais est-ce qu'ils sont bons en selling ? C'est toute la question. Ah, c'est vrai. Non, mais dans le fond, tu as raison. Montrer les stats. C'est vrai. Pour le coup, le fond du problème reste après une fois que tu vas être confronté à ton milieu professionnel et pour le coup à un closing, etc., c'est là que tu vois que le tri se fait entre les bons et les moins bons. Ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu d'avoir ta vision, Mélanie, pour le coup. Est-ce que toi, avant d'arriver chez Eurydice, tu avais déjà entendu parler de social selling ? Non, vraiment non. Je me suis intéressée à ce sujet en amont pour en fait arriver à Eurydice parce qu'il le fallait et que Adrien Gouvier me l'avait demandé. Mais sinon, non, j'avais pas du tout cette image-là de social selling. Je savais pas du tout Donc ça, où je mettais mes pieds en fait. Ça s'est développé au fur et à mesure, Oui. à la fois de tes expériences en alternance, Oui. mais aussi au niveau de tes cours. Au niveau de mes cours, au niveau de l'alternance et aussi surtout au niveau de, en fait, je suis la Gen Z, donc on est quand même dans un univers où on est obligé de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LinkedIn, ça fait partie de mon quotidien parce que je suis sales, parce que j'ai l'alternance et les cours,
mais parce que aussi, j'ai pas le choix que dans ma vie personnelle, rien que pour le recrutement. Le recrutement, ok, il y a l'école, mais si on veut vraiment faire la différence, c'est nous, notre personal branding et qui on est au fond personnellement. Donc là, oui, il a fallu que je mette les mains dans le cambouis, quoi. Non, mais c'est intéressant. J'ai entendu des petits mots dans mon oreille gauche quand tu as parlé de Gen Z. Limite, attention comme ça. Non, j'ai dit ça fait mal. Mais ouais, C'est vrai. c'est mal. Bon, moi ça va, moi je suis au milieu de tous les Non, jours, mais- c'est ok. Après, non, mais là où elle a raison, c'est vrai, c'est que nous, on a vu arriver le truc. Moi, j'ai commencé à travailler en 2010. LinkedIn, c'était tout le début. Ah, Il y c'était avait- Viadeo. C'est Viadeo. 2017, Je n'osais même pas le dire, Mais tu peux Viadeo le à dire, l'époque. Viadeo, on vous aime. Donc, Venez. je sais qu'on allait sur LinkedIn et c'était vraiment un CV à l'époque. On mettait même pas de photos, on mettait juste la boîte dans laquelle on était. On mettait pas de poste, ça n'existait pas le système de poste. On envoyait des messages, c'était comme des mails. Donc c'était vraiment. Non, c'est fini. Et donc on a vu l'évolution, on a vu LinkedIn arriver. Et vous avez commencé le commerce tout de suite avec LinkedIn, avec les codes. Nous on a commencé et il y en a plein encore qui pensent que LinkedIn c'est le Facebook des professionnels, que ça sert à rien de faire des posts. Oui, c'est ça Ça qui est sert à rien d'être dommage. présent. Donc il y a aussi, je pense que ce rapport générationnel, c'est intéressant quand même de voir ceux qui ont commencé le commerce avec la notion de social selling et ceux qui ont vu débarquer le truc et qui ont pris ou pas. Ouais, mais le lien, il est fort. C'est Eurydice au milieu de tout ça. C'est que moi j'aime bien la question de Kevin parce que je la comprends derrière. Le message, c'est en fait chez Eurydice, dès le départ, quand tu débutes, et ça pour l'avoir vécu, moi j'ai commencé à donner des cours en 2015 et à l'époque le style labus, donc le séquençage, n'avait pas de social selling. Et on l'a intégré avec Sylvain Fantoni. Et à partir de là, le social selling, c'est venu comme étant un élément obligatoire au bout de quelques jours dans ton cursus chez Eurydice. Donc, nous, dans la manière dont l'ingénieur d'affaires doit grandir avec le social selling. C'est obligatoire. Nous, à l'époque, effectivement, moi, j'ai fait comme toi avant Eurydice. Hein, et c'est vrai que nous, on l'a vu, on a dû le développer nos compétences tout seul. Et puis, on a vu Viadeo, puis l'émergence de LinkedIn. Puis après, LinkedIn, raz-de-marée, etc. Donc, J'irais même encore plus loin parce que tu as bien senti là où je voulais en venir. Et il y avait évidemment cet aspect-là qui est, en plus de ça, que l'école aujourd'hui, en plus évidemment d'apprendre aux jeunes à utiliser LinkedIn dans ce cadre-là, c'est déjà d'utiliser LinkedIn dans un cadre personnel et déjà de réussir à vendre déjà sa personnalité au travers d'un profil Et ça, c'est LinkedIn. très dur. Et c'est pas facile du tout, surtout quand tu sors, pour le coup, on a des étudiants qui sortent du post-bac, qui sont des lycéens, etc., qui n'ont probablement jamais entendu parler de LinkedIn, ou en tout cas qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Et l'un des rôles qu'on a aujourd'hui avec Eurydice quand on recrute les étudiants, c'est aussi ça, c'est aussi de les former à LinkedIn et de leur faire comprendre que aujourd'hui, ils ne peuvent pas passer à côté, c'est impossible. Et les premières séances, les premières touches qu'on va avoir avec les étudiants, en fait, c'est des coachings pour leur apprendre à faire correctement leur personal branding et pour réussir justement, dans le cadre de l'alternance, vendre en fait leur profil, leur qualité, leurs compétences dans un profil LinkedIn bien construit. C'est les coachings chez nous, ce qu'on appelle la Smart Touch. C'est comme ça en tout cas qu'on l'a brandé aussi nous de notre côté. C'est comment réussir à rendre un étudiant lambda qui sort de n'importe quel cursus Eurydice compatible, donc Smart, dans sa posture et dans sa façon de se présenter. Et c'est, je pense, comme ça aujourd'hui qu'on a les premiers pas sur le social selling et qu'on va ensuite beaucoup plus loin après. Ce qui m'intéressait aussi, et on en a tout petit peu parlé, mais on va faire le lien très rapidement, c'est dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, on a vu depuis un peu plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant, arriver la vague des IA, notamment avec ChatGPT, et du coup, qui a, je pense, en tout cas à mon sens, bouleversé un peu cette notion de social selling. C'est quoi votre regard là-dessus? Pour le coup, on a un peu deux écoles. On a des gens qui, je vais mettre ma casquette, moi aussi c'est parti, de marketeurs qui trouvent ça à la fois un peu dérangeant mais aussi extrêmement pratique. On va avoir de la Gen Z qui va être hyper friand de ce genre d'utilisation, et puis on va avoir les vieux briscards. Qu'en pensent Je me sens pas visé qu'en par pensent les Briscard. fossiles de la vente? Non, alors le jour où je suis un fossile, c'est que j'ai 80 ans et que je suis dépassé par la vente, et plusieurs millions d'années après, on me retrouve fossilisé complètement. Non, le vrai sujet, c'est que moi, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, j'utilise l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, que ce soit Microsoft Copilot, parce que je suis dans un écosystème Microsoft, que ce soit Mistral, qui est le ChatGPT à la française, qui s'appelle le chat, qui est incroyable depuis quelques semaines j'utilise, et c'est dingue. Et donc, c'est vraiment, moi je le vois comme une prolongation de ce que je
pourrais produire comme contenu, mais que mon temps de cerveau n'étant pas totalement illimité, eh bien, je m'appuie sur vraiment un assistant d'intelligence artificielle pour développer ces éléments et pour pousser une réflexion. Je trouve ça pour le prolongement d'une pensée pratico-pratique, pour challenger certains éléments, c'est incroyable pour pousser une réflexion. Et jusqu'à maintenant, pour pousser une réflexion, il fallait à la fois faire des recherches, assimiler et ensuite retranscrire. Aujourd'hui, on peut réduire ce temps d'assimilation et de retranscription. Et ça, de mon point de vue, dans la manière du social selling, ça peut être bien utilisé, à toute proportion gardée, puisque très vite, on pourrait tomber dans le côté tout automatisé. Je pense que c'est le seul risque que je verrais, parce que le jour où tu as la personne en face et qu'elle s'imagine que par tes messages, etc., avant, tu étais éloquent, très smart, etc., et que tu arrives en face et que tu ne sais pas aligner 3 mots, bon, c'est finito, quoi. Donc, ça va, je ne suis pas encore un fossile. Donc ChatGPT, c'est le complément, c'est le troisième cerveau qui permet de... L'IA, nous, on connaît l'IA conversationnelle. Moi, dans mon quotidien, au travers de mon entreprise Quadra, on va au-delà de l'IA conversationnelle parce qu'on intègre l'IA sur plein de sujets métiers. Mais le conversationnel, les langages, les modèles conversationnels, c'est dingue. Il y a un an, on n'imaginait même pas. On parle juste d'il y a un an, quoi. À peine un peu plus d'un an. En ChatGPT, on était tous là à regarder, en disant on va pas trop y croire, quoi. Oui, où on se moquait un petit peu aussi. On était on était dubitatifs. Et puis ça fait un raz-de-marée. Puis aujourd'hui, on dit ok, tous les jours autour de la table, qui utilise au moins une fois par jour un chat GPT, une IA. Moi, c'est rentré dans le quotidien, c'est sûr. Oui, moi aussi. Ne serait-ce que même pour corriger un truc, réécrire un truc. C'est un outil en fait. Mais en fait, tu l'as dit, si c'est utilisé avec une bonne intelligence, c'est là en fait la limite Qu'est-ce que la pour bonne moi. intelligence? Non, mais pour moi, c'est la limite. Débat parce philosophique. Que... Entrons dans le débat. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est dans... Là, le risque, il est présent. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais sur LinkedIn, je swipe, je vois en fait que les gens... Tu quoi, pardon? Pardon, je suis un peu briscard. Tu swipes, pardon. Et je vois que... En Petit fait, disclaimer. je vois qu'en fait, les influenceurs LinkedIn, par exemple, font de la formation, je te rédige ton post IA, enfin, je te rédige ton post avec l'IA, quoi. Ouais. Et je ça te fais se vend, 10 ça? posts. Il y a des gens qui vendent ça. Ça se vend. Tout se vend. Tout se vend. Tout se vend. Il y a du dropshipping. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Excellent. Et donc, il y a des gens qui vendent de l'écriture de posts intelligence artificielle. Moi, je me bats contre ça, même si je suis toujours la nouvelle génération, je me bats contre ça. Prompteur. Mais tu penses quoi des posts rédigés avec ChatGPT? T'as déjà essayé? J'ai déjà essayé, mais ça, c'est pas naturel. Mais il y en a qui savent très bien manier le ChatGPT et on le voit pas. Ah, le prompt on le voit engineering, c'est pas simplement... Pour trouver le bon prompt, il faut tester. C'est du testing, mais il faut réussir et ça marche. C'est une vraie compétence, du coup. C'est une vraie compétence, mais... C'est une vraie compétence. Absolument. C'est pas simple. Oui, mais c'est du bullshit à côté. Moi, je suis pas d'accord. Totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en a parlé lors du premier épisode de Planet Sales avec Sylvain Fantoni. Il n'a pas été invité à ce premier épisode. J'avoue, je ne peux pas vous inviter tout le temps. Sylvain Fantoni, qui est le directeur du pôle vente de Redis Business School. Et on le salue évidemment, Sylvain, si tu nous regardes. Évidemment, ce qui m'a interloqué dans son approche, c'est de dire, et il y a quelque chose qui était assez drôle dans le podcast, qui était quand je lui ai posé la question si on autorisait l'utilisation de ChatGPT chez Redis Business School. Et il m'a dit qu'on ne l'autorisait pas, on obligeait les étudiants à l'utiliser. Et que pour le coup, parmi les différentes compétences qu'on va attendre des futurs vendeurs dans les quelques années à venir, la capacité à savoir se servir intelligemment de ChatGPT, ça fait partie des compétences un peu game-changing de comment je vais réussir demain à être meilleur vendeur que je ne suis aujourd'hui. Oui. Je te rejoins sur un point, c'est que tu as ça et puis tu as je ne sais pas de quoi vous avez parlé lors du premier podcast. Attends, tu veux dire que tu n'as pas écouté le premier podcast? Il est sorti? D'accord, parce que je crois que je l'avais raté. À l'heure où on se parle, il est programmé pour cette semaine. Du coup, je fais du teasing en même temps, c'est pas excellent. Teasing. Merci, pas mal. tu m'as sauvé. Allez le regarder. C'est ça. Merci. C'est donc ça qu'on appelle le teasing. T'es mon sidekick. Tu vois qu'on est bien côte à côte. Non, c'est vrai. Et du coup, le vrai sujet, c'est en fait à l'ère du sales automation, qui fera peut-être l'objet d'un podcast spécifique. Le fait de lier l'automatisation, le prompting et l'automatisation des posts, la réponse, les likes, le fait que je contacte les gens, j'automatise mes séquences de vente, c'est du délire. Là, vraiment, en termes de gain de temps, si c'est
très bien fait. Alors c'est ce pour que ça, il j'allais faut dire, passer c'est du très temps. bien fait, Mais c'est comme la paramétrer un limite. CRM, comme à l'époque, Oui, il n'y avait oui. pas de CRM, de Customer Relationship Ouais, bien Manager. sûr. Mais en fait, Et, il faut le temps que eh oui. l'ultra-automatisation, là, les 2 dernières années, tu as dû recevoir de la prospection automatisée avec des Moi, fautes je de lis que nom, ce qui des est fautes de... pertinent. Moi, c'est une C'est- cata, On l'automatisation. avance Franchement, sur parfois, le sujet tu sais d'après. mais- qu'une fois, alors, Oui. petite anecdote, il y a un gars, il m'envoie un message de prospection, je le trouve super bien fait, je me dis, super Smart. intelligent, super smart. J'accepte le rendez-vous, je n'ai pas de budget, je n'ai rien, mais j'accepte son rendez-vous parce que je me dis, franchement, s'il m'a pondu Ouais. un premier message comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc j'accepte le rendez-vous. Je reçois un message, c'est dommage, t'as pas répondu, pour te convaincre, voici machin. Bah, gars, j'ai répondu en fait. Ah, donc Et donc il me dit, ah désolé, c'est mon outil qui t'a répondu. Ah, ouais. Bah, je lui dis, c'est terminé, j'ai pas Ouais. envie en fait. Finito. C'est dommage parce que Alors qu'il la t'avait- démarche était Ah ouais. super. Donc il avait réussi à te capter, mais comme il n'a pas arrêté sa séquence campagne, d'implémentation, ouais. Bah, parce que la campagne était mal mal paramétré, bon, bah, il va falloir qu'il aille Non, mais la règle numéro 1, c'est qu'on sait que va c'est faire un automatisé. On sait que c'est automatisé, mais la règle numéro 1, c'est que ça doit pas se voir. Je dois avoir l'impression que tu me parles qu'à moi. Je veux pas que tu parles à Je tout veux le être monde de la unique. même manière. Je veux être unique. Je veux que tu dises bonjour Amina, que tu me dises Bah, oh bonjour, Bibi, ça se Amina. passe comment. Ouais, par message. J'essaierai d'envoyer Après un que ce message soit automatisé, automatique. mais si c'est bien fait, oui. Mais l'ultra-automatisation qu'on a eue ces 2 dernières années, c'était une catastrophe. Ultra automatisation plus IA, waouh. Non, si c'est bien fait avec Le métier C'est bien c'est fait, pour ça mais il y a que- très, Le c'est prochain très peu. podcast, l'ingénieur d'affaires va-t-il disparaître? IA plus Sales Automation. On est donc vraiment sur un titre 100% putaclic bullshit. Bah, c'est la réalité. Ah, tu vas un peu loin, je trouve. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a 2 ans, quand ça a commencé Franchement, je suis à pas sûr. exploser, Je pense que et je pense l'IA qu'on terminera cette parenthèse sur l'IA, mais il y a 2 ans, quand ça a commencé à exploser, on a vraiment eu cette impression de se dire, ok, le commercial va disparaître, et en fait, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mode où, au contraire, l'IA va permettre de faire le tri entre les bons et les mauvais commerciaux. Oui, Mais mais il y du aura coup, la personnalisation, elle se perd. Tu vois, c'est à double tranchant. L'IA, elle permet l'automatisation, elle permet d'être beaucoup plus poignant dans ton discours, mais à l'inverse, la personnalisation dans le message, il n'existera pas forcément. Ok, dans une campagne d'emailing, tu peux faire ton icebreaker pour chaque personne, mais aujourd'hui, qui prend le temps, qui prend 15 minutes pour regarder le profil de la personne en sachant qu'elle ne le connaît pas et se dit, ok, là, il y a ça qui ne va pas. Ok, je sais comment lui apporter la valeur ajoutée. Ok, là-dessus je te rejoins. Après, si tu prends un autre niveau de prospection, typiquement, on en parlait encore une fois lors du premier épisode, mais tu prends le compte de résultat d'une entreprise du CAC 40, ça fait 200-300 pages, tu le donnes à ChatGPT, et ChatGPT a cette capacité de pouvoir te le résumer de manière synthétique avec toutes les informations importantes dont tu as besoin, et ça pour le coup, c'est du temps de gagner, c'est potentiellement quelque chose que tu n'aurais pas fait toi-même et qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ta prospection. Donc je te rejoins sur le fait que les IA ne peuvent pas remplacer Oui, tout à fait. Pour intrinsèquement moi, c'est un outil. l'humain Mm, mm. et l'approche humaine et ce que tu vas pouvoir détecter du profil de la personne que tu vas avoir en échange. Pour autant, il y a quand même un énorme impact en termes de récupération d'informations et de traitement de l'info. Il y a un point, pardon. Pour moi, est important, c'est que dans tous les cas, c'est du temps que tu dois investir. C'est-à-dire que tu dois passer du temps, ne serait-ce que dans ton métier, dans n'importe quel métier, si tu veux performer à n'importe quel niveau, ou déjà que tu te sentes bien, tu dois maîtriser l'ensemble de ton poste, mais tu dois t'investir. Et donc ce genre d'outil aussi, ça te force à t'investir, à écrire intelligemment, à comprendre ce que tu écris. Donc ça te pousse à progresser. Et après, il faut rester... il faut avoir un sens de l'effort pour répéter l'effort parce que tu ne peux pas tout automatiser. Tu vas passer beaucoup de prompter, le temps de prompter, trouver le bon message, même le résumé. Tu parlais de ce rapport annuel d'un compte du CAC 40. Bah après, derrière, comment tu utilises ces données-là? Donc, ça te force dans tous les cas à réfléchir. Et moi, je trouve que si on doit retenir potentiellement un point, c'est le fait de se forcer à réfléchir, de forcer à comprendre. Ça te fait déjà passer un cap. Après, sur la manière dont tu automatises, etc., et si tu es mauvais en automatisation, tu ne vas pas prendre de rendez-vous. Donc, dans tous les cas, tu seras à la même base que si tu devais prospecter ou envoyer des mails individuellement. Donc, ce point-là, pour moi, ta manière de s'éduquer, d'avoir plus de culture, c'est hyper intéressant. Et moi, je finirai sur 2 choses. On parlait du personal branding et après, on a parlé de la prospection. C'est 2 modes de vente différentes. C'est que le personal branding, tu amènes les gens vers toi, alors que la prospection, c'est toi qui vas vers les gens. Et je pense que l'IA, elle va vachement nous aider à être plus visible. En marketing, on sait qu'il faut qu'on nous voit plus de 7 fois pour qu'on nous achète. Le personal branding, ça fait en sorte... Tout à l'heure, on disait on ne connaît pas les gens, mais le personal branding, ça te donne quand même l'impression de connaître la personne. Parce qu'elle va te donner des petits trucs, tu sais qu'elle est un peu fan de foot. Oui, mais sais tu qu'elle personnalises. aime bien, Tu fais l'effort. Mais c'est pour ça que je te dis que voilà, dans
dans les approches, ça va pas être pareil, mais je pense que l'IA, ça va faciliter quand même sur la partie personal branding Pour et briser la sur glace. l'automatisation. Voilà, si c'est bien rodé, si c'est bien travaillé. Encore une fois, c'est un métier. Un mix des deux, voilà. Une approche conjointe. Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir un peu aussi ton avis sur l'utilisation de l'IA et pour le coup ensuite on pourra enchaîner sur un autre sujet, mais au sein de Redis, en tout cas dans le cadre de la pédagogie, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui toi t'a permis de peut-être passer un cap, de changer un peu ta manière de travailler, peut-être les cours ou en général même les différentes choses que tu as pu voir en intervention? En intervention, on a vu l'IA, bien sûr. Donc, tout ce qui est automatisation, on l'a vu aussi. Donc, ça va avec, ça s'englobe, c'est un boîtier. Donc, on a vu et je pense que c'est en fait dans mon quotidien. Réellement, n'importe quel sales, que ça soit étudiant Redis ou autre, doit avoir en fait l'IA dans son portefeuille d'outils. De compétences, en fait. Ouais. Ok. Donc on est loin d'être simplement sur quelque chose d'anecdotique. Non. Tout à l'heure, on a abordé un petit sujet et on va pouvoir y revenir maintenant qu'on a un peu mis le paysage, on va dire, du social selling actuel à l'heure de l'IA, de ChatGPT, etc. On a exploité le terme un petit peu tout à l'heure, mais on ne l'a pas défini. On a parlé de C-level. LinkedIn a cette fonction et cette capacité de pouvoir nous permettre de rentrer en contact avec des gens qui, auparavant, et je remets encore une fois la machine en arrière, on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de pouvoir aller prospecter en direct. Je pense notamment à toutes les fonctions, pour le coup, directeur général, etc., qui sont difficiles à croiser dans le quotidien de tous les jours, qu'on ne croisait pas forcément avant en salon et qui, globalement, n'allaient pas te filer sa carte de visite, ou très peu. LinkedIn a permis ça, a permis ce truc de pouvoir briser un peu les barrières et se dire, en fait, moi, Mélanie, étudiante, moi, Simon, entrepreneur, je suis en capacité aujourd'hui d'aller toucher des cibles totalement différentes, totalement variées en fonction de mon envie. Mais déjà, est-ce qu'on peut remettre un petit peu un niveau sur qu'est-ce qu'un C-level? Qu'est-ce qu'on identifie aujourd'hui comme un C-level? Et surtout, le définir un petit peu, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément la connaissance du terme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fonction de C-level? Je porte le début de la réponse. Après, je lancerai Mélanie sur le sujet parce qu'elle en a sous le pied à en parler. Mais C-level, déjà, c'est un terme anglais, c'est pour catégoriser le top management. C'est la ligne d'un CODIR ou d'un COMEX dans une entreprise. On va retrouver le directeur financier, la directrice de ressources humaines, le directeur général et ça peut être d'autres personnes, mais principalement, ça va retrouver ces trois personnes-là. Après, on va avoir le CIO, donc le Chief Information Officer, le DSI. Mais ça va être les personnes qui vont opérer des décisions stratégiques pour l'entreprise et qui vont avoir un pouvoir d'influence sur l'ensemble de leurs activités indéniable et qui vont le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir de décision, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, C-level, c'est le centre de décision. Voilà. Stratégique. C-level, fonction directrice qui a un vrai pouvoir de décision dans le cadre justement d'un deal ou d'une vente. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Merci, ça me touche. Non, pas toi. Ah, merci Mélanie, je suis extrêmement touché par cette réaction. Ok, et donc est-ce que toi, pour le coup, Simon, pardon, je vous confonds toujours parce que vous avez... Pourtant, j'ai pas de lunettes. Vous avez presque... Merci. Est-ce que toi, Simon, aujourd'hui, dans le cadre de développement de ton activité, c'est des cibles que tu dois aujourd'hui toucher quotidiennement? Alors, oui, que je cherche à joindre quotidiennement. Ouais. Et j'ai de trois manières différentes. J'ai des séquences pour certaines cibles C-level, des séquences extrêmement personnalisées, intelligemment pensées. Et j'ai deux autres canaux. Après, c'est de l'extrême personnalisation, message direct. Et puis, on a un dernier qui est complètement hors social selling, hors sujet ce soir ou autre élément. Ça va être les rencontres externes, donc les réseaux d'affaires, où les C-level vont aimer l'entre-soi. Donc le fait d'adresser des cercles privés business. Et puis après, l'approche directe, papier. C'est très particulier, mais l'approche directe papier, de recevoir une carte avec le logo, avec un petit mot manuscrit sur un C-level. Quand je parle des très gros C-level, je parle des grands comptes ou des grandes entreprises au-delà de 3000, 5000 postes. Quand on veut adresser, par exemple, moi, c'est des DSI ou certains DG, eh bien, d'essayer de les toucher de cette manière-là. Donc, ça prend un peu plus de temps. Moi, il n'y a rien d'instantané. T'envoies ça en courrier? Ah ouais? Ok.
Ouais. Ouais, c'est vrai que ça... Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et C'est ça bien part- sorti de là. C'est drôle parce que ça se marque... on se faisait fait une avant, soirée table ronde Vraiment. social selling et on reparle d'envoyer les courriers, c'est quand même sympa. Et figurez-vous que c'est parce que c'est aussi sociologiquement parlant, c'est que des personnes on parlait de génération. On a aujourd'hui une génération de C-level qui est plus jeune qu'avant, certes, mais il y a encore une majorité des C-level qui sont de la génération avant mobile, avant Internet et qui prennent des décisions sans passer leur vie sur LinkedIn. Et d'ailleurs, potentiellement, elles n'ont même jamais le temps d'aller sur LinkedIn ou quand elles y vont, c'est qu'il y a un message direct qui est extrêmement personnalisé, etc. Mais donc, pour moi, il n'y a pas un seul canal à privilégier, c'est plutôt plusieurs canaux bien utilisés. Ça n'empêche pas de contacter une personne sur LinkedIn et de voir si ça ne réagit pas, de tenter d'une autre manière. Réseau d'affaires, message direct, mais dans tous les cas, ces personnes-là vont être touchées par rebond. Ce que je dis toujours, c'est que être introduit auprès d'un C-level, ça vous fait gagner 80% du chemin. Et ces personnes-là vont apprécier de l'extrême personnalisation, voire effectivement, elles ne veulent pas être mises dans le même lot que les personnes sur LinkedIn classiquement. Et pourtant, on a les deux écoles. Donc moi, je ne suis pas sur le tout LinkedIn, par exemple, pour le C-level. Ok. Parce que j'automatise un peu certains profils, d'autres parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, et puis d'autres très gros C-level où je sais qu'il va falloir un peu mettre le long terme. Voilà, donc j'ai mes astuces, mais il ne faut pas trop en parler. Et du coup, Mélanie, toi, ton approche là-dessus, elle est similaire ou elle est différente? Elle est différente parce que je n'ai pas encore l'occasion d'aller en physique pour le moment. Mais c'est vrai que c'est une très belle approche. Après, moi, je suis full LinkedIn. J'avoue que sur des personnes de tranche 40-50 ans, peut-être que ça ne sera peut-être pas la pointe pour les toucher. Mais là, on fait de l'hyper-personnalisation pour essayer de les toucher au mieux et c'est là que ça match ou ça ne match pas. Maintenant, il faut se dire que l'ultra-personnalisation sur des C-level, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si on ne fait pas ça, c'est mort. C'est mort et malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de patrons, beaucoup de commerciaux n'ont pas le temps de le faire, de démarcher sur LinkedIn. Et pourtant, c'est une ressource majeure. Une ressource majeure. On a l'occasion, grâce à LinkedIn, d'avoir ce cercle, ce réseau qui est à notre disposition. Autant en l'utiliser au lieu de faire des call calling, d'emailing. Let's go LinkedIn. Et après, on fait ça, on met en place une stratégie d'ultra personnalisation et hop, pour moi, ça fonctionne. Et elle passe par quoi cette personnalisation? Qu'est-ce qu'on va chercher comme personnalisation pour ce type de cible? Moi, je passe... alors déjà, on contacte avant toute chose les autres qui sont dans la boîte. En fait, je contacte un max pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Et derrière, sur ça, je passe peut-être une demi-heure à réfléchir à comment aller vers lui. Là, j'ai toutes les informations. Je regarde comment je dois m'adresser à lui par le biais d'outils encore, par Human Linker, par tout type d'outils qui me permettent en fait d'aller vers lui. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai fait ma réflexion économique, j'ai fait ma recherche d'autres cibles potentielles qui sont dans son équipe ou autres. Et c'est comme en fait un autre réseau lambda. Je cherche. Je suis en fait une hackeuse, quoi. On est donc sur une thématique enquête là carrément. Oui. On est sur la C'est filature. une enquête, j'ai pas le choix. Moi, je te rejoins sur l'hyper-personnalisation. Et il y a une autre facilité, c'est que sur certains postes, quand on est ingénieur d'affaires, on ne va pas tout de suite aller voir un C-level, mais moi j'ai cette chance, depuis que j'ai monté Squadra, de me permettre d'aller adresser des G. Effectivement, j'ai un taux de réponse plus élevé, parce qu'il y a de la synchronisation. Donc c'est vrai que je le constate aussi. Moi, c'est pas spécialement ma cible. Moi, je vise des directeurs marketing ou des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire. Typiquement, voilà. Tu vois, on pourrait peut-être en parler, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'être visible un petit peu. Alors, c'est compliqué. Déjà, ces gens-là, ils sont beaucoup adressés, donc ils ont beaucoup de messages. Donc, bien sûr qu'il faut hyper personnaliser, parce que sinon, de toute façon, ça passe à la trappe. Et même quand tu personnalises, il en a quand même 50 des messages. Donc, il faut qu'il aille les lire. Donc, moi, j'essaye de faire en sorte, je le traque, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais regarder les comptes qu'il va liker, ou son propre compte. En fait, des fois, ils vont poster des choses, ils en sont fiers. Tu vas liker, tu vas mettre un petit commentaire, et puis il te remarque, il a vu une ou deux fois ton nom quelque part. Vous avez des personnes en commun, tu essayes de faire en sorte de savoir si vraiment ils se connaissent, etc.
Et une fois que j'ai l'impression qu'il m'a déjà répondu à un petit commentaire, moi ça fonctionne beaucoup et ça on l'utilise pas assez, on parle beaucoup des messages, mais liker et commenter les posts des autres, c'est comme ça qu'on gagne aussi en visibilité parce que elle like quand même vachement ce qu'on fait. Et ça marche vachement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les posts, bon maintenant on n'a plus d'excuses avec ChatGPT, mais si on n'est pas très à l'aise avec le fait d'être assidu, etc., likez, commentez les posts des gens que vous essayez de cibler ou en tout cas de l'écosystème où vous voulez aller. Donc quand tu fais ça pendant quelques semaines et qu'il a l'impression de te voir un peu, il a un peu l'impression de te connaître, donc quand tu lui envoies un petit message et que tu lui mets un nom-clé ou un mot-clé, tu parles d'IA ou tu parles de Microsoft, il y a un événement qui va arriver, je suis alumni, peu importe, forcément... C'est comme ça que tu m'as démarché. C'est comme ça que j'ai démarché toutes les personnes autour de cette table. Non mais c'est vrai, tu parlais d'assiduité. Moi je trouve que pour t'observer sur les réseaux sociaux et de voir que tu es active, tu es hyper assidu. L'assiduité c'est important, pas que dans l'éco, c'est aussi important dans son travail. Parce que j'ai l'impression que vraiment, tu es vraiment assidu. Ouais, mais au quotidien, tu es smart, assiduité, la smart assiduité. On peut faire un concept là-dessus. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'assiduité, la répétition de l'effort. La récurrence en social media est obligatoire. Mais on parlait tout à l'heure de l'algo LinkedIn, mais tu es obligé. Absolument. En fait, si tu fais un post par mois, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait. C'est peut-être un des points clés. En tout cas, c'est un point aujourd'hui qui est clairement affiché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la récurrence de tes posts, la façon dont tu vas le faire, la façon dont tu vas l'adresser avec tel type de contenu, de la vidéo, de la photo, etc., va jouer sur l'algorithme. Donc oui. Puis un ton, une personnalité, il faut que tu sois dans ton truc. Tout à l'heure, je parlais du foot. Si tu es fan de foot, tu fais des posts en lien avec... Chose un peu décalée, ouais, exactement. Bien sûr. Avec le foot. Là, pour le coup, on utilise des biais marketing. Clairement, c'est du social media marketing où on va vraiment utiliser l'outil réseau social comme étant, pour le coup, notre première fonction de segmentation et de réussir à trouver des gens pile poil dans ce qu'on recherche. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, en effet, c'est que tu vas pas simplement te focaliser sur les messages, qui aujourd'hui est quand même le nerf de la guerre de LinkedIn, on va pas se mentir, mais qui a tendance à être tellement utilisé aujourd'hui qu'il faut trouver des moyens justement de détourner ce truc-là. Et je suis d'accord avec toi, le like, le fait de rebondir sur des posts de quelqu'un d'autre, de le notifier, ça lui montre de l'intérêt. En fait, ça va apporter un petit peu cette espèce de valeur supplémentaire pour la personne qui va lui donner envie de s'intéresser peut-être un peu plus à toi. Et là, tu as déjà commencé à passer une première porte. Ce qui est aussi intéressant, je pense, avec les C-level, et vous en avez pas mal parlé, c'est aussi de comprendre à la fois et leur contexte et leurs besoins. Et ça rebondit en fait directement sur ce que tu disais. À partir du moment où tu t'es mis dans sa tête, en fait, tu t'es mis dans son cercle de vie, sur ce qui l'intéresse, sur ce qui le motive, sur ce qu'il recherche, tu as déjà un premier pied pour réussir à lui faire ce que toi, tu as envie d'avoir en fait au final. Donc c'est un peu de la manipulation, certes, mais c'est de la bonne manipulation parce que tu vas parler à... Moi, je suis pas d'accord. Si. Non, parce que je pense qu'on peut vraiment avoir un intérêt poussé pour ses interlocuteurs et découvrir sincèrement l'activité de son prospect. Oui, mais d'accord, mais le icebreaker, forcément, tu l'orientes. Oui, mais c'est le jeu. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est pour ça que je dis pas que c'est une manipulation dans le sens péjoratif. C'est que tu peux devenir crédible. Pour moi, c'est la crédibilité de ce que tu vas faire d'effort. Ton effort peut payer et être reconnu sur enfin quelqu'un qui fait l'effort d'eux, qui s'intéresse sincèrement. On est d'accord que c'est aussi la première étape. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va signer, mais ça veut juste dire qu'on a réussi à briser la glace, trouver le moyen de rentrer. Mais pour moi, c'est simplement de se dire on se démarque de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un peu fort manipulation, mon cher Kevin. J'ai utilisé un terme. Ça m'a un petit peu fait tiquer là. Je me suis senti. J'ai utilisé un terme volontairement subversif pour justement te faire réagir. Et je t'ai brain directement. Tu m'as brain direct. J'étais comme ça là. Mais c'est du trust advisor. Ça m'a pas gêné. Mais c'est parce qu'on est tous les deux un peu dans la manipulation positive. On est en plein dans le trust advisory. Ouais. Là, pour moi, ce que tu viens d'expliquer, c'est ni plus ni moins que le contexte d'être pertinent, de liker, de poster et de devenir crédible aux yeux de ta cible. Oui. Il faut poster. Pour moi, pour avoir cette figure de trust advisor. De ces cibles, c'est plutôt D-level de ce que tu disais. Donc, on est encore sur un autre niveau. D-level qui c'est en dessous de... le niveau en dessous, ça va être les directeurs opérationnels, des gens qui vont porter des décisions auprès des C-level, qui vont être prescripteurs ou sponsors, mais qui n'auront pas uniquement à eux seuls la possibilité d'engager une décision. Ok. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est peut-être aussi qu'on parle d'un sujet qu'on a rapidement abordé tout à l'heure sur la partie de l'IA, mais qu'on n'a pas appliqué au C-level. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, et notamment pour le coup les IA génératives, peuvent être un outil supplémentaire pour adresser les C-level? Monsieur Simon. Alors,
Je prends la posture de... Alors, j'ai- docteur En mode, ça y est, la présidentielle est là. Les chers concitoyens. Attendez, je pose mes lunettes. Non, très sincèrement, aujourd'hui, encore une fois, c'est dans la même lignée de ce qu'on a dit sur l'IA, sur la manière de générer une accroche, sur la manière de construire ce qu'on pourrait appeler un mail extrêmement personnalisé. Ça, on va pouvoir s'y appuyer. Mais pour ça, il faut trouver la bonne information à faire consommer à l'IA au départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entraîner, on peut pas juste dire bonjour cher IA, j'aimerais que tu écrives à Bernard Arnault et que tu dises bravo pour sa dernière collection Louis Vuitton. Non, il va falloir aller sur des sujets bien plus forts, sur de fusion-acquisition, sur des notions de compelling event, fait marquant très fort, pour enrichir le langage, ou tout au moins la discussion, si on parle de pur ChatGPT ou Mistral ou Gemini, peu importe, c'est de se dire, il va falloir l'entraîner. Le training d'un moteur de langage naturel et de langage, de modèle de langage, c'est de le convaincre qu'il a toutes les informations pour pouvoir produire un premier message de brise-glace et ça prend du temps. Donc si c'est pour, prenons un exemple, si c'est pour taper un compte, un très grand compte ou un compte de taille intermédiaire, on peut très bien se dire, on va prendre peut-être, dans la semaine, entre 4 et 8 heures pour entraîner avant de trouver le premier bon message à commencer à malaxer. Parce que si c'est l'objectif de signer, donc quand on vise une grande entreprise, c'est plutôt un gros deal, on va dire le coût-temps par rapport à ce que ça peut générer, il faut le prendre. Donc sur ce point de vue-là, oui, ça fait sens. Maintenant, encore une fois, ça ne s'improvise pas, quoi. Donc on va dire que l'IA peut t'apporter des insights supplémentaires, mais qu'elle ne va pas faire le travail à ta place. Non, parce qu'il va falloir faire le travail de recherche initiale, de lui apporter un maximum d'informations. Télécharger un rapport annuel sur un site web, l'IA ne sait pas encore le faire par elle-même. Par contre, de lui mettre en PDF et d'échanger dessus, oui. Et après, de l'alimenter avec différentes ressources, différents travaux de recherche, d'événements, ça, il faut le nourrir, quoi. Il faut quand même l'aider à trouver la smart touch pour la contacter, cette personne. Et toi, tu utilises l'IA pour adresser des C-level? Amina? J'adresse pas des C-level, mais est-ce que j'utilise Toujours l'IA, pas depuis 10 minutes? Toujours pas. Non, on aurait pu imaginer que là, c'est une révélation. Putain, là, j'avoue, mais là, avec tout ce qu'on a dit, t'as pas envie d'adresser. Si, écoute, Quand tu m'as contacté, parce que, en fait, si tout de même, tu as des C-level, tu parles des gens qui décident. Tu contactes des gens qui décident. Oui, mais en fait, tu parlais d'entreprises du CAC 40, parce que c'est pas forcément Alors, massif. pas que CAC 40, mais tu as SBF Après, 120 oui, juste bien en dessous, sûr. tu as les grandes ETI de Oui, 500 à 3000 Dans postes, les c'est déjà des DG les, qui portent, tu sais, les small and medium business, Oui. oui, je vais adresser bien sûr les personnes qui sont décideurs. Alors, honnêtement, j'utilise pas l'IA, moi, dans ma prospection, ni dans l'automatisation de la relance, ni dans comment je vais construire ça, parce que je me trouve assez douée. Non, je rigole. Non, honnêtement, je sais pas, parce que l'IA ne sera jamais aussi bien que moi. Honnêtement, on c'est parle vrai aussi, que- attention, d'IA pour préparer un premier échange. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est pas toi, ça peut t'aider Ouais, bien sûr. à gagner du temps sur comprendre le contexte, savoir que un tel il fait partie de tel groupe, que machin, que tu as dans ton réseau quelqu'un qui machin, et de lui dire, ah, voilà, je connais tout ça, aide-moi, quoi. En fait, j'ai déjà mes automatismes sur les réseaux pour avoir ces informations et ne pas y passer une demi-journée pour avoir les informations rapides. Sur le level aussi, où, comme je suis en train de te dire, le CAC 40, je sais que quand tu vas viser une personne, elle reçoit 1 milliard de messages. C'est Il faut un vraiment exemple, viser ça, juste. oui. Maintenant, quand tu vas chercher un dirigeant d'une entreprise médium, tu regardes un petit peu ce qu'elle fait sur les réseaux, il suffit qu'elle communique un petit peu. L'actualité. Tu connais... Oui, voilà. Mais donc très rapidement. Après, c'est parce que j'ai mes automatismes, parce que pendant des années, j'ai fait comme ça. Peut-être que j'utiliserai l'IA une fois. Mais honnêtement, je pense que c'est parce que mes premiers tests dans l'IA n'ont pas été concluants, parce qu'ils ont été faits quand c'était pas encore totalement abouti. Et parce que j'ai vraiment ce truc-là d'avoir peur de me décrédibiliser quand c'est mal fait. Mais c'est parce que je ne le maîtrise peut-être pas encore bien comme il faut et que voilà, il faut peut-être que je m'y mette encore un peu plus. Mais aujourd'hui, je l'utilise pas honnêtement. Il y a des très bonnes formations de formateurs de. Ouais, j'ai vu ça sur LinkedIn. C'est J'ai incroyable. vu ça sur LinkedIn. Tu devrais peut-être. Écoute, je devrais peut-être aller regarder effectivement. Non, pas pour la prospection, pour tout le reste, oui. Pour les posts LinkedIn, oui. Alors, j'utilise pas de ChatGPT. On va dire que mes posts c'est des posts GPT. Pas du tout. Mais j'aime bien y intégrer des petites infos en plus. Et d'ailleurs, je dis que ça vient de ChatGPT. Mais voilà, pas pour la prospection. Ok. Moi, je l'utilise pour la prospection afin sur certains secteurs très spécifiques que je connais pas, en fait, le domaine de compétences, enfin, je sais pas, mon domaine de prédilection. Bah là, je suis obligée d'utiliser ChatGPT pour avoir des termes assez spécifiques ou quand je fais des recherches dans l'entreprise. Ok, d'accord, là, je vois pas du tout de quoi tu me parles. Il faut que j'ai de l'aide et ce sera pas Google qui va m'aider.
et on va en fait utiliser je vais utiliser en fait l'actualité de la société X, et avec cette actualité, je vais demander à l'IA si franchement je comprends pas, il faut quand même avoir une certaine proximité avec le client et se dire ok, il faut que je connaisse tout par cœur. Et le C-level, c'est ce qu'il demande. Une question de recherche d'informations, mais aussi de vocabulaire. Tout à fait, vocabulaire. Et je fais pas de la prospection, j'utilise pas l'IA générative pour la prospection, sinon. Je fais que pour les recherches spécifiques de vocabulaire. Non, sur ce point-là, tu as totalement raison. Parce qu'en fait, quand tu adresses certaines cibles, quand tu parles leur jargon et quand tu es dans leur écosystème, tu gagnes en crédibilité parce qu'ils se disent « Ok, elle sait de quoi elle parle, elle ne vient pas juste me prospecter. » Quand tu vas utiliser vraiment les termes, je vois bien dans l'open source. Mais c'est vrai que moi, je vais adresser des cibles que je connais bien. Mais l'open source, quand tu vas donner leurs mots, ils savent que tu fais partie du truc, que tu comprends les valeurs. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'IA. Finalement, je vais peut-être y songer. Franchement, c'est intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant aussi, et je pense que tu as capté en fait la plus-value que pouvait avoir justement l'IA dans, on va dire, la réadaptation d'un secteur d'activité que tu ne maîtrises pas, et surtout de pouvoir ensuite aller créer ce dont, pour le coup, ton prospect ou ton futur client a besoin, c'est-à-dire du contenu à haute valeur ajoutée qui lui parle, en fait, qui lui ressemble. Et ça fait, je pense, une très bonne transition. Félicitations à moi, merci. Pour parler un peu de contenu, parce qu'on a parlé un petit peu globalement de l'IA et de ses possibilités, mais dans le social selling, évidemment, le personal branding a une place prépondérante. Évidemment, le Trust Advisor doit devenir le marqueur principal de son territoire pour venir draguer des cibles auxquelles, pour le coup, il n'aurait pas eu accès avant. Pour autant, le nerf de la guerre, ça reste le contenu. Et surtout sur LinkedIn aujourd'hui, le contenu, il est plus que jamais roi. Et pas n'importe lequel, le contenu vidéo. On ne peut pas passer aujourd'hui à côté de ça et de se dire je vais monter une stratégie de social advocacy pour mon entreprise ou de social branding, etc. sans parler vidéo. C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis un ovni? Totalement. Alors moi, je suis convaincue, bien sûr. T'as vu, je suis allé directement dans sa galaxie pour lui parler. Bien joué. Non, mais tu sais, c'est pas que LinkedIn, c'est vraiment tout. En fait, les modes de consommation ont changé. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a le confinement, il y a toutes les plateformes de streaming qui ont joué, il y a des réseaux sociaux qui ont émergé comme TikTok, comme Instagram, etc., qui ont vraiment aussi poussé la vidéo. Et on voit qu'aujourd'hui, les modes de consommation ont vraiment évolué et tendent vers la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est plus de 82% du trafic sur Internet. Donc, quand on dit la vidéo, c'est le streaming, les plateformes de streaming, mais c'est aussi les plateformes comme je viens de citer, TikTok, etc. Et on voit bien que la vidéo, au-delà d'être ce qui est le plus consommé, c'est ce qui va aussi le plus engager les personnes. Quand tu vas lire un article, je prends souvent l'exemple du témoignage client. Quand tu prends un témoignage client à l'écrit, tu lis ce qu'il y a... ça ne va pas forcément te dégager, tu ne vas pas forcément être engagé ou à faire une action. Alors que quand tu vois un témoignage client vidéo, ça va transmettre plus de messages et ça va plus engager les gens parce que déjà c'est humanisant. Tu vas faire passer des messages non verbaux, tu vas amener sur d'autres sujets. Donc la vidéo, aujourd'hui c'est ce qui est le plus consommé et forcément c'est ce qui va amener le plus à passer à l'action. C'est même ce qui est le plus mis en avant par LinkedIn et j'ai même envie de dire par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le cœur du contenu est vidéo. On voit aujourd'hui l'émergence de TikTok qui a explosé sur le marché et qui marche uniquement sur cet aspect vidéo. Instagram s'y est mis derrière. L'algorithme fait aujourd'hui qui met en avant les vidéos. LinkedIn n'y fait pas. Short YouTube. YouTube avec les shorts, ça cartonne. Ouais, totalement. La vidéo est au centre aujourd'hui, je pense, des stratégies de contenu et c'est hyper intéressant en effet de pouvoir le lier à cette prospection B2B. Parce que pour le coup, B2C, je pense qu'on n'a pas de problème avec le fait que la vidéo parle à tout le monde et qu'une image vaut 1000 mots. Mais pour le coup, en B2B, c'est encore une approche qui est différente et je pense que les cibles n'ont pas été éduquées à cette nouvelle approche de contenu. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous, dans le cadre de votre, pour le coup, social selling, vous utilisez la vidéo pour convaincre? Je vous laisse parler ou... Parce que moi, forcément, je vais avoir des arguments. Moi, je suis bien placé puisque je viens de prendre une prestation avec ton entreprise justement parce que j'ai pris conscience que même dans la jeunesse de l'entreprise pour laquelle je suis dirigeant, la volonté, c'est quand même de trouver
des moyens de communiquer différemment. Et au-delà de différemment, c'est que le contenu vidéo et la vidéo verticale, hein, pour le format, hein, puisque quand on parle de short de TikTok, c'est d'arriver à avoir un contenu rapide avec des éléments pertinents qui touchent sur les 30 secondes max. Et donc, c'est de prendre conscience qu'en fait, les modes de consommation du contenu ont complètement basculé, puisque aussi l'usage, les trois quarts, je ne sais pas quel chiffre on peut sortir sur l'utilisation du smartphone sur LinkedIn, sur les réseaux que nous on cible, c'est délirant. Et donc, le fait de pouvoir avoir rapidement un contenu qui est, moi, du terme éducatif, je crois que c'est un terme que tu as évoqué tout à l'heure, fait que très rapidement, la personne, elle peut adhérer ou pas. Et donc, d'arriver à capter une audience là-dessus rapidement, si on devait le faire dans un post LinkedIn, déjà, il faudrait peut-être 14 posts, alors que dans une vidéo, des éléments clés sur un message clé, ça peut être pertinent et ça peut cibler. Et tu parlais de, même demain, dans des messages qu'on veut adresser, dans les manières dont on veut partager ou faire une séquence d'emails, de pouvoir partager du contenu vidéo différemment que juste des livres blancs, des PDF et venez à notre webinar. Non, regardez 30 secondes d'une vidéo, ça peut peut-être, pas que ça peut peut-être, ça va vous intéresser au regard de tel ou tel sujet. Je trouve que ça crée beaucoup de valeur, puis ça crée un contenu concret, quoi. Voilà. Ouais, moi, c'est ma vision de pourquoi je trouve que la vidéo peut faire sens. Je te rejoins assez parce que j'ai pris conscience que maintenant, concrètement, sur LinkedIn, dans nos fils d'actualité aussi, il y a beaucoup de contenu vidéo. Ouais, totalement. Bien sûr, tout à fait. Totalement. Mis en avant, Et sur la vidéo, il y a deux notions. Si tu parlais du format vertical, c'est intéressant. En fait, dans les vidéos, tu sais, il y a des vidéos, il y a deux types de formats qu'on va. Tout à l'heure, je parlais des vidéos educate, les vidéos qui vont te divertir, les vidéos qui vont t'élever. Mais il y a aussi, il y a deux formats, et cette notion-là, elle est intéressante. C'est vraiment le format choisi et le format subi. Aujourd'hui, le format sur LinkedIn, c'est quand on scrolle, tu disais tout à l'heure, quand tu scrolles, en fait, tu n'as pas demandé forcément à regarder cette vidéo, donc tu vas scroller parce que l'algorithme va te l'envoyer ou parce que tu suis des choses, etc. Et donc, en fait, il faut que ce soit tout de suite impactant, il faut que tout de suite on capte ton attention, et une vidéo a ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'un post, on a la petite phrase, des fois un peu putaclic, où on a un petit peu la phrase d'accroche qui va faire, mais dans une vidéo, c'est tout de suite, c'est encore plus impactant. Donc, effectivement, même la façon de faire de la vidéo a changé. Les vidéos institutionnelles qu'on pouvait faire il y a quelques années, qui rassuraient vachement les grandes entreprises, ont vachement évolué. Maintenant, on y met un ton un petit peu plus humain, un petit peu plus fun quand on a envie d'être un peu fun, un peu plus ludique quand on a envie d'être ludique. Donc, tout ça, ça a été pris en compte. Puis après, tu as les vidéos choisies. Les vidéos choisies, c'est ce que tu vas regarder sur YouTube. Et ça, c'est encore d'autres codes. Sur YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche sur Internet, juste après Google. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais donc, c'est vraiment la preuve que la vidéo, c'est... Et donc, quand tu tapes tes mots-clés et qu'on te propose tout ce qu'on... Donc ça, c'est d'autres codes, parce qu'après, c'est la miniature, c'est qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant, quels sont les mots-clés que tu souhaites mettre en avant. Et donc là, tu construis ta vidéo différemment. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, dans une entreprise, donc il y a quelques années, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis dans l'agence. Au départ, c'est vrai qu'on y allait un peu avec un bâton de pèlerin. Il y a beaucoup, je ne veux pas dire d'anciens, pour prêcher la bonne parole, tu veux dire? Pour prêcher la bonne parole, totalement. Il y a beaucoup dans les constitutions, un peu à l'époque de la vidéo, on n'est pas des youtubeurs, ou c'est pas très sérieux, ou alors vraiment la vidéo corporate où on va montrer un petit peu de... Les gens veulent plus voir ça, ou alors le motion design. Ça, vraiment le motion design du petit bonhomme qui va faire sa vie. Les gens, ils n'ont pas envie de parler à des logos, ils ont envie de parler à des humains. Et donc en fait, on met vraiment en avant, on a vraiment évolué là-dessus. Et aujourd'hui, bien sûr, au-delà de se démarquer, avant, en faisant de la vidéo, on se démarquait. Aujourd'hui, c'est indispensable. On est obligé de montrer en vidéo ses collaborateurs, de montrer en vidéo ses partenaires, de montrer ses clients, ses use cases, de donner de l'info, même de divertir. C'est vraiment C'est un peu ce qu'on fait ce soir. On divertit. Totalement. Divertissement. C'est surtout toi qui divertis. C'est aussi... Punchline. Exactement. Et du coup, parmi les choses qu'on peut garder en tête justement sur cette notion vidéo, c'est de se dire le socle en fait qui va faire en sorte que ce soit réussi, c'est pour que ce soit attirant et engageant en même temps, parce que on a parlé beaucoup de visibilité évidemment, mais comment est-ce qu'aujourd'hui dans le cadre justement de la prospection, la vidéo peut avoir tendance à devenir un atout par rapport à une autre entreprise? Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment encore faire du contenu de valeur avec la vidéo? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'accessible avec ça? Ce qui est hyper intéressant, c'est que tout à l'heure on parlait des IA, et je pense que peut-être qu'on parlera des IA vidéo, mais faire de la vidéo, souvent on dit, tout à l'heure je parlais du storytelling, en disant souvent les gens pensent que c'est raconter un petit peu sa vie.
faire une super vidéo, mais pas, la poster sur LinkedIn, tu as 3 collègues qui like et c'est fini dans 6 jours, elle est obsolète. C'est ce que beaucoup vont faire. Il faut vraiment penser stratégie vidéo. Donc avant de faire ta vidéo, c'est penser à ton objectif. Pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que c'est gagner en visibilité? Est-ce que c'est convertir? Est-ce que c'est montrer mon expertise dans un domaine? Ensuite, c'est ton ciblage. Si ta cible, c'est des élèves pour Nouvelle Église, si c'est des parents, si c'est, comme on disait tout à l'heure, des DSI, des décideurs, tu vas pas t'adresser de la même manière, tu vas pas parler des mêmes choses. Et c'est ensuite sur quelle plateforme? Contenu subi, contenu choisi. Est-ce qu'on est sur LinkedIn? Il faut qu'on soit impactant tout de suite. Est-ce que c'est un contenu choisi? Là, on est typiquement dans un contenu, j'imagine, choisi, puisque un podcast qui dure plus d'1 heure, je pense que les gens ont cliqué dessus. Tu as vraiment envie de subir longtemps. Ouais, c'est ça. T'es pas maître de toi-même, tu sais. Mais du coup, c'est ça. Donc, tu adaptes le contenu. Tu pourrais jamais faire un contenu subi sur LinkedIn comme on est en train de faire là. On est obligé d'être un petit peu plus... Donc, voilà. Donc, si tu prends en compte ces 3 aspects, ta vidéo va être efficace. Si tu veux juste faire une vidéo sympa, tu mets le dirigeant qui va raconter la genèse de l'entreprise et c'est tout, ça n'intéresse plus. Aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je trouve que sur le contre-coup qu'on a aujourd'hui, et notamment sur ce marché-là du contenu et notamment de la vidéo, c'est qu'en fait, on est passé de cette espèce de volonté d'en faire, mais d'en faire de manière très réduite parce que les budgets sont restreints, on ne peut pas en faire beaucoup, ça ne donne pas forcément tout le temps la bonne tonalité qu'on veut proposer à nos clients, etc., à une espèce de système de compulsivité où il faut tout qu'on fasse en vidéo, il faut absolument que tout apparaisse à l'écran, on veut faire des vidéos de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes pour parler de l'entreprise. Donc je te rejoins vachement là-dessus sur le fait que ça a totalement changé, je trouve que le marché a changé, que l'algorithme évidemment des réseaux sociaux a apporté aussi ce besoin compulsif de faire de la vidéo. Aujourd'hui, on est dans une espèce d'infobésité sur toutes les infos et notamment sur la vidéo. TikTok en est l'exemple parfait. Tu peux passer 1 heure sur TikTok et passer une centaine de vidéos sans t'en rendre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, et tu as commencé à aborder le sujet avec l'IA, l'IA va pas justement venir accélérer encore plus cette espèce d'effet de la vidéo à tout prix tout le temps? La vidéo, je pense que l'IA, ça va vachement faciliter sur plusieurs choses. Tout à l'heure, on parlait de l'IA dans le social selling. Je pense que si tu es bon dans le social selling, l'IA, ça va t'aider à aller plus loin. La vidéo, c'est pareil. On va aller plus loin et on va enlever les limites de la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, je veux faire une vidéo où il y a un hélicoptère, on est limité par les moyens financiers, par la faisabilité, par le temps. Alors que l'IA va nous permettre d'aller encore plus loin et va nous permettre de faire des choses plus simples. Il y a des IA qui génèrent des vidéos grâce à des présentations PowerPoint. Tu mets ta présentation PowerPoint, ça te génère ta vidéo en IA. Très bien, franchement, c'est efficace. Je pense que bien utilisé, ça va vraiment nous aider à aller plus loin et à faire en sorte que la vidéo... mais c'est sûr que oui, on va être encore plus noyé sur des vidéos. Et pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, je ne dis pas que c'est le secteur de la vidéo, c'est mon avis personnel, je pense qu'il y aura les vidéos IA très simples, on va vraiment les consommer et à un moment donné, on va en avoir marre. Je pense qu'il faudra aller un peu plus loin, il faudra vraiment upgrader dans le niveau. C'est un peu la consommation YouTube. YouTube, il y a 5 ans, on pouvait vraiment poser une caméra et c'était OK, on parlait, etc. Aujourd'hui, vraiment, c'est produit. Là, c'est pareil. Je pense qu'avec l'IA, tout le monde va avoir la main à faire de la vidéo. Mais quand tout le monde va savoir faire de la vidéo, il faudra aller encore un peu plus loin. Et je pense qu'on aura besoin de professionnels de la vidéo pour aller sur ce niveau-là, quoi. Sur ces 2 aspects, moi je te rejoins et l'avis de Mélanie m'intéresse. Il y a 5 ans, tu pouvais prendre en effet un smartphone, faire une vidéo totalement amateur et pour le coup ça paraissait super sympa et un peu décalé, même cool. Je trouve qu'aujourd'hui ce truc-là a un peu plus disparu et ce contenu est un peu amateur. Je trouve aujourd'hui, et tu me diras si je me trompe, en tout cas les jeunes le voient tout de suite et ça ne donne pas du tout ce côté cool qu'on essaye d'amener avec la vidéo. Ah oui, totalement, ça se voit. Et du coup, moi ce qui m'interloque, c'est sur cette partie de la vidéo via les IA, est-ce qu'on va justement pas retourner un peu sur ce principe-là, de se dire j'ai pas la compétence en vidéo mais j'ai peut-être des compétences ailleurs, est-ce que justement l'IA va pas me permettre de pouvoir produire beaucoup plus de vidéos là où aujourd'hui j'ai pas la compétence en fait de le faire? Après, moi pour les vidéos amateurs, c'est encore autre chose parce que tu vois, il y a quand même des contenus UGC. Vous voyez ce que c'est, contenu UGC, voilà.
qui sont faits et qui se veulent justement amateurs pour être un petit peu plus... Est-ce que ça marche vraiment en B2B, ça? En B2B, honnêtement, alors il y en a qui font du GC en B2B, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus orienté B2C ou B2B2C. Ouais, c'est ça, B2C, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en B2B ou à l'UGC, ça ne fonctionne pas très bien. Après, nous, on est les premiers à dire, hein, je suis dans une agence de com, et on est les premiers à dire, il y a certains contenus qu'on peut faire soi-même. Il n'y a pas tous les contenus, on n'a pas toujours besoin d'un tournage, on n'a pas toujours besoin d'avoir une image hyper lissée. Maintenant, tu as des outils, CapCut, etc., où tu peux faire... donc, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos, voilà, ta vidéo de présentation d'entreprise, tu fais un truc un petit peu quali quand même. Ta vidéo promotionnelle, tu fais quelque chose de quali. Un témoignage client, je trouve que c'est quand même sympa d'inviter un client dans des bonnes conditions, et puis voilà, ça le valorise vachement. Un événement, etc. Mais il y a certains contenus, par exemple... 2 minutes pour t'expliquer quelque chose, tu mets un face cam, un petit setup, les gens peuvent le faire. Oui, bien sûr. Et je pense que ça va continuer d'exister. Et ta question par rapport à l'IA, je pense que oui, tout le monde va comment dire, monter en compétence et va savoir faire de la vidéo rapidement. Maintenant, vraiment, j'attends de voir ce que ça va nous amener, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est des montages... tu sais, comme ce qu'on peut faire avec les banques d'images, avec une espèce de voix off, etc. Je veux voir comment ça va évoluer et voir le niveau que ça va avoir. Là, on a scénario, tu veux dire, scénarisation. Ouais, et puis même en termes de capacité, on voit là, j'ai regardé un petit peu, il y a des outils où on peut carrément créer ton avatar. Je te prends en photo, en tout, et le truc est hyper bien fait. Et puis après, on te met ta voix. Oui, mais ça justement, ce côté où tu peux faire des vidéos un peu rapides, typiquement Agen, pour pas les citer, c'est eux qui où tu peux carrément prendre une vidéo dans une langue et complètement demander à la traduire et faire changer la bouche, etc., et qui parle en français. Ça marche très bien. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour prendre des raccourcis sur des choses qui avant nécessitaient beaucoup de moyens, et donner accès aussi à des personnes qui sont hyper créatives de faire des choses, parce que moi j'aime ce côté toujours créativité. On parle de Sora. Alors encore une fois, moi je te rejoins sur le fait que quand on est professionnel, Sora qui est un outil qui fait de l'IA vidéo. De vidéo qui va sortir bientôt d'OpenAI. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, ah non, c'est un élément en plus qui va permettre de casser les limites technologiques que vous aviez. Carrément. Moi, quand j'ai vu il y a quelques temps Photoshop qui permettait de rajouter du landscape sur une image de base et de créer tout l'univers autour, mais je me suis dit, les créateurs, les créatifs, ça va être un boulevard pour eux d'être encore plus créatifs. C'est-à-dire que ça pousse les limites de la créativité. La vidéo sera, encore une fois, celui qui ne sera pas prompté, qui ne sera pas monté, il y aura toujours du montage, il y aura toujours un contexte, celui qui... Il restera même pas pour faire un canard qui se balade sur une mare, pas de problème, tout le monde pourra dire fais un canard sur une mare et ça marchera très bien. Mais de là à créer un scénario, une bande dessinée, une vidéo, carrément un dessin animé autour de ça, moi je suis assez persuadé que c'est des outils qui vont accélérer certains livrables, mais avec les compétences fondamentales que les gens doivent avoir. Même Agen, tu peux essayer, si tu ne te formes pas à minima sur comment utiliser la vidéo, mettre ton texte au bon endroit, machin, etc. Franchement, tu peux passer une semaine à te former rien que pour maîtriser un bout d'Agen. Ça reste quand même c'est abordable, puisque c'est à la portée de tous, mais pour que ce soit vraiment un niveau de qualité de dingue, il faut prendre un peu de temps. Non, moi je te posais la question volontairement parce que j'ai un avis un peu tranché justement sur le sujet. Je trouve que à l'image de ChatGPT, ça va venir bouleverser clairement le marché, et je pense que ça va vraiment donner l'opportunité à un peu tout le monde de pouvoir faire des choses auxquelles les gens n'ont pas forcément accès aujourd'hui. Après, on parlait des choses très faciles à mettre en place. On parlait de CapCut, on parlait tout à l'heure de ChatGPT. Je trouve que ça se voit très vite. Après, c'est une déformation professionnelle. Mais tu vois tout de suite une vidéo qui a été montée avec CapCut, tu vois tout de suite les transitions, comment elles sont faites, c'est un peu lourdeau. Voilà. Une fois que tu es un peu éduqué à ça, tu as vite tendance à te rendre compte que c'est pas si quali que ça et qu'en fait c'est vraiment du fourre-tout. En fait, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le fast-food du contenu en fait. Et ça a ce côté un peu, je trouve, après, pour une entreprise aujourd'hui qui essaie d'avoir un ton sérieux, d'utiliser des templates CapCut, je trouve que justement ça retombe un peu comme un soufflet où tu perds un peu en crédibilité. Donc je suis un peu sur ces deux axes-là en me disant, je pense que ça va apporter énormément à des tas de créateurs de contenu aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité de créer suffisamment ce qu'ils veulent mettre en place en vidéo. Mais dans le même temps, je pense que ça va aussi permettre aux vrais créateurs vidéo et aujourd'hui aux vraies agences de monter aussi encore plus au-dessus et se dire ça a été clairement fait par une agence et ça a clairement été fait par une IA. Ouais, totalement. Par contre, tu parlais d'un truc qui était très intéressant, mais c'est vrai que nous en fait on va gagner même en valeur. Tu parlais de la vidéo qui va, c'est vrai que tu dis toujours des trucs intéressants, non mais qui traduisait
tu prends la vidéo en français, tu la traduis en polonais, en japonais, en tout ce que tu veux, grâce à l'IA. Bah, en fait, nous, on n'a aucune valeur ajoutée à faire ça. On va le faire, mais on n'a aucune valeur ajoutée à faire ça. Donc, c'est super qu'on ait des outils qui nous permettent de faire ça. Donc, du coup, notre temps, on va vraiment l'utiliser à faire les choses qui sont qui ont beaucoup plus de valeur, en fait. Et même le montage. Demain, si tu arrives à totalement intégrer une IA qui dit voilà, le scénario, le brief de départ, c'était ça. Voilà ce qu'on a filmé, fais-moi le montage. Bon courage à l'IA. Hein. J'attends de voir l'IA qui sera capable de faire ça de A à Z avec le bon timing au bon moment ou le bon petit riff qu'on s'est mis et puis derrière de faire les zooms automatiques sur les punchlines et machin, les trucs. En soi, c'est du prompt après. Il va te donner une première version. En fait, aujourd'hui, avec l'IA générative, tu ne peux pas te satisfaire de la première réponse que t'apporte ChatGPT. Ok, mais même en entraînement, il faut qu'il y a les limites logicielles et après, il y a les acteurs des logiciels de montage design qui doivent maîtriser. Aujourd'hui, rattraper un outil de montage de vidéo qui est le leader Adobe avec la suite, j'ai plus le terme, mais je ne suis pas expert. Mais pour arriver à un niveau là, une IA, avant qu'elle arrive à ce niveau-là de complexité, d'affinage, de lumière, de machin, tu peux prompter, mais tu me mettras autant de temps à la faire, ta vidéo, à la monter. Hein, ce qu'il explique, Kevin, je pense qu'il a raison, c'est pas que ça va pré-mâcher le travail, mais ça va faire le gros. C'est comme ChatGPT. Tu sais écrire ton post tout seul, mais faire un post ChatGPT, tu le reprends, tu le réécris, tu le ramènes à ta sauce. Mais le temps que tu mets à monter ta vidéo avec tout ce que tu sais déjà, tes effets, tes raccourcis, etc., versus demande-lui, et après tu dois retoucher des heures, et en fait tu dois recommencer parce que l'image, elle n'était pas calée. Là, tu vois, il y a énormément de choses après ce podcast à faire. C'est vrai. On va pas rester sur ces couleurs-là, on va tamiser, on va trouver des... Voilà, il va y avoir des... Oui, les talos, etc., bien sûr. Non, mais c'est sûr. Peut-être demain. Mais il faudra voir en fait les outils qu'ils auront à proposer et comment ça va évoluer. On disait pareil de ChatGPT, on s'en moquait vachement. C'est là où je voulais en venir. Alors moi, c'est pas moquer, c'est simplement la puissance de calcul et la capacité à remplacer totalement un métier spécifique. Alors, pas un métier spécifique, mais dans certains, pour moi, c'est un boost. Non, certains formats. Très honnêtement, c'est pour ça que je disais que je pense que dans nos métiers, nous, on va gagner en valeur. C'est-à-dire que on va jamais réussir à faire de la vidéo très humaine, avec ChatGPT, ça c'est sûr et certain. Par contre, sur certains formats, c'est sûr que ChatGPT va permettre d'aller plus vite et va être un confort. C'est comme dans l'IT, en fait, ça va être un confort, je pense, pour les métiers. Je te dis ça, mais moi, je fais pas de montage. Moi, je vends de la vidéo. Donc, je demanderai à mes collègues. Mais je pense que dans les outils qu'on va leur mettre à disposition, va leur permettre d'aller plus vite. Et donc, du coup, de mettre leur énergie sur des choses... Sur des vrais éléments à valeur ajoutée. Exactement. C'est là où je te rejoins totalement. Pour moi, c'est le premier step. On le voit aujourd'hui avec... Il y a déjà tout un tas d'usages qui sont possibles. L'utilisation et la génération des sous-titres sur les vidéos en automatique. Le découpage d'une vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui est assez large en termes de contenu. On peut aussi, grâce à une IA, identifier facilement les top passages, les meilleurs moments, ça va découper soi-même la vidéo. Enfin, il y a quand même aujourd'hui des usages qui permettent de gagner du temps. Et je pense que c'est même la base aujourd'hui de ce qui est ChatGPT, en fait, même si on va beaucoup plus loin. C'est à la base quand même de simplifier des tâches et d'automatiser des tâches qui, en fait, aujourd'hui n'ont pas de valeur ajoutée. Et je pense que c'est un peu le mot de la fin, c'est réussir à aller trouver justement de la valeur, de trouver justement comment tirer de la valeur de ce qu'on peut produire déjà au quotidien aujourd'hui, tout en gardant un niveau de qualité qui doit être, je pense, optimal et qui fait, je pense, la différence dans ce qu'on peut proposer en termes de contenu. T'es assez d'accord ? Non, moi je suis assez d'accord. C'est encore une fois, ça n'enlèvera pas le fait que je reprends le terme assiduité que je me suis noté tout à l'heure, et sens de l'effort. C'est que dans tous les cas, tu peux t'inventer le max d'outils, t'en rajouter, et ça peut éclater la manière dont tu travailles, et donc tu peux te perdre aussi, versus que si tu te concentres sur les efforts et la répétition, et que tu fais vraiment les efforts pour maîtriser, etc., ça peut avoir de la valeur. Encore une fois, j'attends de voir concrètement demain, si on parlait des vidéos, si Sora va remplacer réellement une vidéo en lui disant voilà, on veut faire un podcast, et que tu peux mettre 4 acteurs autour de la table et faire parler. Donc, honnêtement, moi je crois pas au fait que ça remplacera. Il y a certains formats qu'on va réussir à faire plus vite. C'est des outils de travail, c'est simplement on a un panel, c'est comme les outils de sales automation. Aujourd'hui, on a une quantité, les outils de montage, on a une quantité. On peut faire des vidéos sur tout type. On peut utiliser Canva pour faire un PowerPoint comme un PowerPoint. On peut faire un Canva, etc. Donc c'est ça, la maîtrise. Moi, c'est l'expertise qui doit se développer à partir de là. C'est comment tu renforces tes compétences concrètement pour devenir expert dans ton domaine, un meilleur sales B2B, et que ton client il sente que ok, il y a eu de la valeur, et que le message de fin, c'est ton client qui décide. Non, mais bien sûr. Tu peux inventer ce que tu veux, c'est ton client qui aura le dernier mot. On est complètement d'accord sur ce qu'on se dit. Il y a tout à l'heure, en fonction des formats, les formats éducatifs, très honnêtement, je pense que si l'IA elle est vraiment bien faite, on pourra créer des choses grâce à l'IA, parce que tu n'as peut-être pas envie de passer face cam, après toi tu adores ça, mais tu n'as peut-être pas envie
d'allouer une demi-journée, d'être face cam pour dire des choses. En Peut-être direct, que, je te permets pas. non, mais je veux dire que Non, si on je suis peut à l'aise. contourner ce truc-là, Ouais. et si... oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise, c'est surtout ça. C'est surtout ça, le Elles sont sujet. pas à l'aise, elles n'ont pas forcément le temps de le faire, et elles doivent le faire pour être disponibles, pour être justement dans cette assiduité. Si l'IA leur permet de faire ça, c'est super, parce que tu vois, c'est des contenus où voilà, tu travailles tout le script, visuellement, ça pourrait être un peu sympa. Par contre, un after movie, un événement, tu pourras jamais peux le faire pas en IA. capter C'est l'ambiance, impossible. L'ambiance, comment ça s'est... Après, on peut se propulser dans le futur. Hein. Un karaoké, T'as tu peux pas capter un karaoké. Tu peux Non, pas ça inventer c'est un sûr, on ne karaoké. pourra jamais capter un karaoké avec Tiens, toi, ça c'est clair et tu vois. net. Mais par exemple, on peut imaginer demain des drones qui viennent filmer sur place, qui sont commandés à distance, qui vont faire les captas eux-mêmes, qui savent reconnaître les visages qu'il faut prendre. Mais là, on est dans un monde futuriste, mais je trouve que ChatGPT a ouvert cette brèche qui dit qu'en fait, demain, sky is the limit en fait. Et avec la capacité que vont avoir, je pense, les IA à traiter de l'information et à traiter des données, on pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'on est même là, nous, en train d'imaginer au travers de ça. Et je pense que ça aura un impact extrêmement puissant sur le contenu qu'on aura à produire demain. Et Ouais, totalement. il y aura une vraie volonté de changer, on va dire, son paradigme sur la façon de créer du contenu. Donc c'est pas Skynet, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup Amina, merci Simon, merci Mélanie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis content de vous avoir amené avec nous dans la galaxie Planet Sales. C'était super. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir échanger sur toutes ces thématiques. J'espère que cet épisode vous a donné des idées, j'espère que ça vous a aidé aussi à comprendre un peu plus certaines thématiques. En tout cas, nous, notre volonté avec Planet Sales, c'est vraiment de transformer un certain nombre de sujets, de la vente et de pouvoir les amener à un public assez large. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Planet Sales. Restez connectés, à bientôt. Planet Sales. Planet Sales. Planet Sales. Planet Sales. Le podcast vente, négociation et smart business par Eurydice Business School.